Donnons-nous rendez-vous dans un instant pour votre rendez-vous hebdomadaire. Ce sera dans un court instant avec nos invités et le programme qui vous y attend. A tout de suite. Soyez la bienvenue sur le plateau de Matin Week-end. C'est un plaisir d'être des vôtres sur le canal 320. Au programme aujourd'hui, on reste comme la semaine dernière, c'est-à-dire sur des sujets relevant du social. Comme premier sujet, Gabriel Atiga est allé chez un couple qui n'arrive plus à joindre malheureusement les deux bouts à la suite de la naissance de leur triplé. Dieudonné Kumba, quant à lui, nous conduira dans l'univers des personnes vivant avec un handicap. Voilà, c'est cela. C'est cela. Tout ceci sera suivi du regard de Saint-Michel. Et si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur le mariage pongouais et ses spécificités, restez avec nous jusqu'au bout de l'émission. Ce sera dans la rubrique culturelle avec Al. Matin Week-end, c'est parti. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien et bien au taquet pour démarrer en toute pompe ce numéro de Matin Week-end avec la note introductive. Bonjour à toi, bonjour à tous les téléspectateurs. Qui s'annonce intéressant d'ailleurs. On essaiera de donner le meilleur de nous-mêmes. Ben voilà, si tu as planté le décor, vivement que ça démarre. Alors, vivement alors, et on démarre avec la note introductive. De quoi part-on? La note introductive d'aujourd'hui parle des coûts élevés des forfaits mobiles des différentes maisons de téléphonie au Gabon. En effet, depuis quelque temps, la clientèle de ces différentes maisons de téléphonie boude. Je préfère dire boude les coûts qu'ils estiment trop élevés de forfait Internet de ces différentes maisons. Donc, RTL, Move Africa et j'en passe. Et effectivement, ça a suscité un grand débat. Mais il faut le dire que c'est à la suite d'une bouderie qui viendrait de la Côte d'Ivoire. Parce que là-bas aussi, les clients de différentes maisons de ces pays frères ont constaté que les coûts des forfaits Internet étaient élevés. Et les hommes politiques se sont mis, toute la classe sociale, tout le monde, et puis voilà. Et du coup, les opérateurs de téléphonie ont revu le coût de forfait Internet à la baisse. Les Gabonais ont suivi, malheureusement. Là, rien ne bouge, sauf qu'on voit sur nos différents téléphones que le coût aurait baissé ici et là. Qu'à cela ne tienne, nous avons mené une enquête. Oui. On va la suivre, on va regarder sur le tableau qui s'affiche sur le petit écran. D'accord. En Côte d'Ivoire, pour Move Africa, 500 mégas optés pour 3 jours coûtent 200 francs CFA. 750 mégas pour 10 jours coûte 300 francs CFA. 2,5 gigas pour 30 jours coûte 750 francs CFA. Ça, c'est Move Africa, Côte d'Ivoire. Au Gabon, pour 325 mégas optés, 3 jours, c'est 1000 francs. 750 mégas optés pour 7 jours, c'est 2000 francs. 2,5 gigas pour 7 jours, c'est 5000 francs. 15 gigas pour 30 jours, c'est 20 000 francs. Oui. Ça, c'est pour Move Africa. Maintenant, pour ce qui est d'RTL, 325 mégas pour 3 jours, c'est 1000 francs, comme à Move Africa. 750 mégas optés 7 jours, c'est 2000 francs, comme à Move Africa. 2,5 gigas 7 jours, c'est 5000 francs, comme à Move Africa. 15 gigas pour 30 jours, c'est 20 000 francs. Alors, vous voyez que la différence, elle est toute faite. Pour 2,5 gigas Move Africa en Côte d'Ivoire, c'est 750 francs. Mais qu'est-ce que pour 30 jours. 2,5 gigas pour 7 jours. Au Gabon, c'est 5 000 francs. Énorme. Vous avez vu le gap, il est trop énorme. Oui. 2,5 gigas pour RTL, c'est 5 000 francs CFA pour 7 jours. Mais qu'est-ce qui expliquerait ça? Mais je ne sais pas, peut-être que les spécialistes à la matière nous donneront plus en détail, mais il faut déjà aussi dire que le coût de vie n'est pas le même dans ces différents pays. Il parlait de la Côte d'Ivoire, là où les choses ont démarré, le Cameroun a pris, il y a la Centrafrique également, ça chauffe là-bas. Les Gabonais, ils ont décidé de mettre leur téléphone en mode avion 2 heures par jour. Je ne sais pas si cela va porter des fruits, mais bon,
Mais parler du train de vie de ces différents pays, je ne sais pas si c'est véritablement ça la raison. Il faut reconnaître que dans notre pays, certains biens de consommation, parce que certains biens de consommation coûtent très très cher et sans qu'on nous explique pourquoi. Et si c'était le cas, pourquoi depuis quelque temps, si je prends mon téléphone, oui. Il y a une maison de téléphonie, si vous me permettez, qui a envoyé dans nos différents... Non, les messages, nous les avons tous reçus. Dans la messagerie, ouais. Elle dit ceci, excusez-moi, accordez-moi quelques temps. Vas-y. Elle dit ceci, mais je ne sais pas de quelle maison il s'agit. Désormais, 7 gigas, non, avant 7 gigas, c'était à 10 000 francs. Désormais, c'est 20 gigas à 10 000 francs. Qu'est-ce qui a pu bien changer? Pourquoi cette révision tout de suite à la baisse de coût de forfait Internet? Ça veut dire que, effectivement, il y avait un semblant d'arnaque sur la clientèle. Oui, permettez-moi. Je ne sais pas, le mot, je le trouve quand même assez fort. Non, permettez-moi. Bon. Sinon, pourquoi revoir du coût presque de moitié le coût de forfait Internet? Non, la question se pose. Il faut déjà aussi dire que peut-être qu'il y a la taille du marché qui rentre en ligne de compte. Alors moi, je propose, pour être complet sur le sujet, de recevoir M. Edgar Sabé-Foumou, représentant le président de l'ARCEP, et Annex Rodringoni, directeur de la répression à la DGCC, juste après cette courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau avec nos invités. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Matin Week-end. Merci. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation pour nous éclairer davantage sur les tarifs des forfaits Internet au Gabon. Merci, c'est nous. Pour commencer, comment se porte la téléphonie mobile au Gabon? Je m'adresse à vous, monsieur Edgar Sabé-Foumou. Oui, globalement, on peut dire que la téléphonie mobile au Gabon se porte très bien. Bonne nouvelle. Nous avons des indicateurs, des études des pays, des études réalisées par des organismes internationaux qui prouvent que nous avons une bonne qualité de service et des tarifs compétitifs. Donc globalement, ça se passe bien. Super, bonne nouvelle. Vrai ou faux, les tarifs des forfaits Internet sont élevés au Gabon, il faut le dire. Monsieur Ngoni, monsieur Edgar. Je préfère laisser monsieur le secrétaire général, non, secrétaire exécutif de l'ARCEP parler jusqu'au bout de sa pensée. C'est effectivement une question qui circule dans les réseaux sociaux. Nous, en tant qu'autorité de régulation des communications électroniques, nous devons veiller sur la protection des consommateurs. C'est donc une question qui nous préoccupe à juste titre. Il faut donc dire que l'autorité de régulation ne fixe pas les tarifs de détail. Les tarifs de détail sont fixés librement en République gabonaise dans un état concurrentiel. Donc, au Gabon, il y a 2 opérateurs qui sont en concurrence, donc ils sont libres de fixer leurs tarifs. Par contre, sans votre surveillance. J'en viens. Par contre, l'autorité de régulation, dans son rôle de dynamiser le marché, agit sur les éléments de coût. Principalement les services entre opérateurs. C'est par exemple la colocalisation, le partage d'infrastructures, l'interconnexion. Ces tarifs que nous encadrons, tarifs de groupe, ont un impact sur les tarifs de détail. Donc, à partir de cet instant, dans la mesure où nous encadrons les tarifs de groupe, nous avons un observateur de marché pour le suivi des actions des opérateurs. Nous suivons notamment les indicateurs pertinents. Et dans ce sens, nous avons observé que les tarifs de services Internet, data que vous avez vu, sont en baisse continue depuis, on va dire, depuis 2017, de 2017 à 2022. Nous avons une baisse de ces tarifs, si je veux parler en termes de gigaoctets, puisque c'est les éléments qui sont cités. Nous avons le gigaoctet qui coûtait 14 000 francs en 2017. Il est aujourd'hui dans l'ordre de 1500 francs CFA. Donc il y a une baisse continue depuis l'année 2017 jusqu'à maintenant des tarifs de forfait. Mais quand on dit tarif de forfait, il faut intégrer tout ce qui est bonus, tout ce qui est offre promotionnelle. Je prends par exemple, vous souscrivez à un forfait de 1,5 giga, 4 000 francs, 30 jours.
l'opérateur vous dit que vous bénéficiez d'un double forfait. Donc, ça vous fait 3 gigas, 4 000 francs, 30 jours. En réalité, vous avez payé votre forfait de moitié à 2 000 francs CFA. Donc, il ne s'agit pas de comparer seulement les tarifs publics affichés. Il faut prendre en compte tous les bonus et offres promotionnelles qu'ils ont octroyés par les opérateurs. Et à ce sujet, on peut dire, comparativement à, par exemple, au pays de la CEMAC, où il y a une étude Worldwide Data Mobile, je crois, Data Pricing de 2022, qui dit que le Gabon est 3e pays le moins cher en zone CEMAC. Donc nous sommes compétitifs. Monsieur Edgar, la zone CEMAC ne regroupe que, je crois, 6 pays, c'est cela? 6 pays. 7 pays? 7 pays, d'accord. C'est 6. Mais lorsqu'on compare le Gabon à d'autres pays africains, comme je viens de le faire, comme l'enquête qu'on vient de mener, on voit bien que le Gabon ne fait pas partie des 10 pays les plus chers. Comment ça peut s'expliquer? On a bien vu que le coût en Côte d'Ivoire, par exemple, parce que c'est le pays de référence, les coûts sont très bas. D'accord. Les forfaits. J'ai comparé en zone CEMAC parce que quand même il faut prendre certains paramètres de comparaison. Nous sommes quand même dans la même zone économique. Si vous comparez le Gabon, les tarifs du Gabon aux tarifs de la Côte d'Ivoire, mais la comparaison des valeurs numériques est très facile. 1500 est supérieur à 1000 francs. Mais encore faut-il, dans le cadre des tarifs entre pays, prendre en compte d'autres éléments tels que la taille du marché. Un marché de 30 millions d'habitants doit-il avoir les mêmes tarifs qu'un marché de 2 millions d'habitants? Évidemment non. Parce que les coûts d'investissement, les amortissements doivent être pris en compte pour fixer les tarifs. Donc je répète, les tarifs du Gabon sont compétitifs. Et pour les comparer à d'autres pays, il faut prendre en compte d'autres paramètres tels que la taille du marché. Monsieur Ngouni, à quel moment intervient la DGCC pour la fixation des prix? Alors, très bonne question. Vous vouliez dire quelque chose, madame? Non, allez-y, très bonne question de Gabin. Avant de revenir à votre question plus directement, je voudrais peut-être apporter un élément complémentaire à la réponse de monsieur le secrétaire exécutif de l'ARCEP. Pour dire que, vous savez, quand on fait un benchmark, il faut faire attention. Parce qu'on ne peut comparer que ce qui est comparable en réalité. Parce que quand on compare, la comparaison intègre un certain nombre d'éléments micro- et macroéconomiques, d'autres structurels, conjoncturels, etc., etc. Et donc ces éléments, évidemment, vont dépendre certainement des coûts de production, donc des facteurs de production, des choses comme ça, mais qui ne sont pas logés au même niveau dans tous les pays. C'est pour ça que je pense que c'est beaucoup plus objectif, plus ou moins objectif de comparer les tarifs en zone CEMAC. Je pense que c'est beaucoup plus objectif, donc j'adhère totalement à ce que disait donc le secrétaire exécutif. Les Gabonais ont donc tort. Les Gabonais ont tort de se plaindre. Non, c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas, pas du tout. Je viens justement. bonnes informations. Les Gabonais n'ont pas du tout tort de se plaindre. Au contraire, ils ont parfaitement raison de le faire. Parce que nous, au niveau de l'administration de la concurrence et de la consommation, effectivement, notre rôle essentiel en ce qui concerne les maisons de téléphonie mobile, c'est la protection des intérêts économiques des consommateurs. Donc, nous encourageons au contraire les consommateurs à se plaindre parce que la réglementation en vigueur sur le plan national en ce qui concerne les maisons de téléphonie mobile nous donne la possibilité de pouvoir agir sur 2 axes, en matière concurrentielle et en matière de consommation. Et donc, sur cette base, évidemment, nous avons un rôle qui est celui de porter les intérêts économiques des consommateurs en ce qui concerne la tarification de tous les services qui sont offerts par les maisons de téléphonie mobile. La petite précision qu'il faut peut-être apporter également, pour rester dans ce chapitre, c'est de vous indiquer qu'en réalité, les maisons de téléphonie mobile ont des obligations vis-à-vis donc de la réglementation, donc ont des obligations vis-à-vis de la DGCC, comme vous disiez. Les maisons de téléphonie mobile, ce sont des prestataires de services. Au sens propre de la loi, les maisons de téléphonie mobile offrent des services. Donc, ce sont des prestataires de services. Et la loi gabonaise dit que quand on est prestataire de services, donc une société qui fait dans la prestation de services, on a obligation de déposer ses tarifs pour homologation auprès de l'administration de la concurrence. C'est une obligation réglementaire, donc ce n'est pas discutable. Donc, ces maisons de téléphonie mobile ont obligation de déposer leurs tarifs pour homologation.
Et une fois ces tarifs sont déposés, bien évidemment, les services compétents de l'administration procèdent à l'analyse d'un certain nombre d'éléments que je venais de citer, donc les éléments structurels, conjoncturels, qui nous permettent donc de pouvoir valider l'homologation ou pas. Bien entendu, dans cette même loi qui oblige les prestataires de services à déposer le barème pour l'homologation, il nous est donné la possibilité, nous, au niveau de l'administration, de pouvoir demander de justifier tel ou tel autre prix. Bien évidemment, si les éléments justificatifs ne sont pas assez pour documenter un prix qui est soumis à notre appréciation, l'administration agit pour que ce prix soit ramené le plus bas possible. Donc voilà un premier niveau d'intervention qui est celui de la DGCC. Après, si vous voulez, on peut aller sur le deuxième axe. Tout récemment, il y a quelques jours, on a vu que sur nos messageries, comme je le disais tout à l'heure, il y a une maison qui a baissé le coût. Est-ce qu'ils sont passés par vous pour homologuer ce nouveau prix, ces nouveaux coûts? Ça, c'est une très bonne question d'ordre technique. En réalité, là aussi, il faut le rappeler. Il faut le rappeler, et je loue le sens de cette émission en pareille circonstance où ça semble prendre un peu de l'ampleur en ce qui concerne les prestations en matière de téléphonie mobile. Je loue l'initiative de votre émission parce que ça nous permet aussi par derrière de faire un peu de pédagogie. Bien évidemment, effectivement, il faudrait que nos maisons de téléphonie mobile comprennent, et je l'ai dit tantôt, que ces maisons de téléphonie mobile, en tant que prestataires, ont des obligations vis-à-vis de l'administration. Et en ce qui concerne des offres promotionnelles, donc les offres de réduction de prix à l'égard du consommateur, ces offres de réduction de prix à l'égard du consommateur sont encadrées par la loi. Bien évidemment, quand une maison de téléphonie mobile doit procéder à une opération de réduction de prix, cette opération de réduction de prix, effectivement, vous avez raison de le souligner, doit être portée à l'attention de l'administration qui procède à des vérifications d'ordre technique, structurel, conjoncturel, effectivement, pour voir si l'annonce de réduction de prix qui est annoncée est effective. Effectivement, s'il ne s'agit pas d'une allégation mensongère ou de nature à induire en erreur le consommateur, parce que là aussi, ce n'est pas exclu. Donc, effectivement, c'est là une occasion de pouvoir rappeler à ces responsables de ces maisons de téléphonie mobile que l'obligation pèse sur eux de pouvoir donc déposer ce genre d'opération de réduction de prix à l'égard du consommateur auprès de l'administration de la concurrence. Vous me permettez, s'il vous plaît. C'est ma dernière. Vas-y. Techniquement, c'est faisable. Baisser le coût comme il l'annonce là. Non, mais je pense que monsieur le directeur vient d'expliquer la démarche. C'est l'administration. Oui, mais vous, techniquement, est-ce que c'est faisable? Non. Il y a une procédure également conforme au cahier des charges des opérateurs. Ils doivent nous informer au préalable et avant de justement rendre public leurs offres. Mais en l'espèce, au-delà de tout ce qui a été fait, on note quand même qu'il y a une baisse, puisqu'on le voit circuler dans les réseaux sociaux. Peut-être que les consommateurs souhaitent plus, mais on note une baisse sensible. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont un peu anticipé les mouvements que les pays voisins ont connus en la matière? Je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont anticipé dans la mesure où, en permanence, ils ont de nouvelles offres. Je ne sais pas si c'était dans leur pipe ou bien c'est lié à l'action des consommateurs en ce moment dans les réseaux sociaux. Mais on constate qu'en permanence, ils ont des offres parce que n'oubliez pas qu'ils sont en concurrence et qu'elle est vraiment dynamique. C'est quand même l'un des secteurs où la concurrence est visible, où le consommateur peut choisir là où il veut aller, quelle offre il doit choisir. Il y a toute une gamme. Donc la concurrence, pour moi, elle est permanente et je ne peux pas lier cette action à l'effet. Je pense plutôt que c'était dans leur plan d'action. Si vous permettez, je voudrais quand même, effectivement, sans vous interrompre, excusez, ça rappelle quand même qu'effectivement, quand les maisons de téléphonie mobile proposent ce genre d'offres en pareille période, le consommateur peut penser que c'est parce qu'il y a peut-être des actions de boycott, comme vous l'avez évoqué, je pense, dans votre propos liminaire, pas derrière. Mais je pense que ce que ces maisons doivent comprendre, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'attendre qu'il y ait ce genre de circonstances, c'est-à-dire une période chaude, comme on dit communément, pour pouvoir faire des offres. Elles le font tout le temps, il faut le reconnaître. Mais là, peut-être le timing n'est pas forcément le bon. N'est pas forcément le bon. Si ces maisons font des efforts aujourd'hui, ça veut dire que ces efforts que l'on a vus avec les chiffres que vous avez indiqués tout à l'heure sont considérables. Ça veut dire qu'il y a matière à fournir davantage des efforts pour le bien du consommateur. Nous appelons ces maisons de téléphonie mobile, c'est notre rôle à nous, c'est de défendre les intérêts du consommateur. Donc nous ne pouvons qu'encourager
Donc, qu'il y ait ce genre de baisse, mais qui ne soient pas des actions ponctuelles, mais qui s'orientent vers plutôt des actions pérennes. Voilà le souci qui est celui de la DGCCRF. Et c'est ce qui m'amène à poser la question de savoir si le boycott est vraiment une solution. Le boycott, vous savez, ce sont des actions qui sont prônées par les associations de défense des droits des consommateurs. Ce sont des actions légales et qui payent sous d'autres cieux. Parce qu'effectivement, ce sont des actions qui vont emmurer la société, c'est-à-dire amener la société contre le mur pour qu'elle puisse agir, effectivement, en agissant, qu'elle puisse agir, en revoyant les prix à la baisse. Donc, ça reste une action légitime qui peut effectivement porter ses fruits. Sauf que, dans le cas d'espèce, il faut tout simplement espérer que les fruits qui seront tirés de cette action de boycott puissent se traduire en action permanente, tout simplement. Voilà. Oui. Je peux me permettre d'ajouter quelque chose. Allez-y, monsieur. Je voudrais quand même souligner qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un domaine qui évolue en permanence en termes de technologie. Oui. Et que les opérateurs sont obligés d'investir pour renouveler leur réseau, pour rattraper les technologies. Et tout ça a un coût. D'autre part, ce que nous on constate, c'est qu'en même temps que les opérateurs investissent, renouvellent leur réseau, il y a une baisse des tarifs. Donc il y a vraiment des efforts qui sont faits au niveau des opérateurs pour satisfaire le consommateur gabonais. Très bien. Ça, nous le reconnaissons parce que les homologations de prix, nous les étudions, nous regardons. Donc nous essayons de voir effectivement qu'il y a des efforts importants, effectivement, il faut le reconnaître, qui sont faits depuis la création de ces maisons de téléphonie mobile. Oui. Le secrétaire général indiquait un chiffre de départ qui était celui de 14 000 pour combien de mégaoctets. Oui, aujourd'hui, c'est 1500. Donc, il y a des efforts. Vous savez, quand on protège le consommateur, c'est un peu délicat parce qu'au-delà de tout, le souci, c'est que, qui est beaucoup plus que ce que l'on propose aujourd'hui en réalité. Donc, je voudrais bondir sur un autre point, M. Atiga, très rapidement, qui est celui des plaintes de consommateurs. Les plaintes de consommateurs en matière de communication électronique, nous les recevons très peu, parce que l'ARCEP a une ligne courte vers laquelle les consommateurs se tournent souvent pour pouvoir... Nous avons tout un ensemble de... Voilà. Mais nous les recevons très peu et quand nous les recevons, nous donnons suite parce que nous avons deux services. Service de la protection des consommateurs, service de la sécurité des consommateurs qui agissent donc en faveur de la protection des intérêts économiques des consommateurs. Quand nous recevons les plaintes dans ce sens, nous agissons de telle sorte qu'il y ait dommage ou réparation, dommage intérêt ou réparation. Vous qui êtes technicien, le boycott, mode avion, est-ce la solution? Si tu me permets, Fidji. On nous demande tous les week-ends d'éteindre nos téléphones, de se mettre sur mode avion. En mode lead, c'est ça, mode avion. Bon, monsieur le secrétaire général, je réponds en tant que technicien ou en tant que... consommateur technicien. En tant que consommateur. Non, technicien. Non, je suis invité en tant qu'ARCEP. Oui. Je voudrais dire que le boycott tel que se fait, je considère qu'au vu de ce débat, que les consommateurs n'ont pas suffisamment d'éléments pour comprendre la différence de tarifs entre pays. Exactement. Et que les efforts qui sont faits vont dans le sens de leurs revendications. Et je ne doute pas que les opérateurs vont, dans les mois, les années à venir, continuer à faire cette baisse. Ce serait tant mieux pour les consommateurs. Oui. Alors, pour terminer, quelles pourraient être les pistes de solutions pour satisfaire la clientèle? Je vais d'abord laisser le secrétaire exécutif répondre à la question. Je vous disais au départ que l'autorité de régulation agit sur les coûts de gros, les tarifs de gros, comme on le dit. Nous avons un encadrement des tarifs de gros qui court jusqu'au 31 décembre 2023. Donc nous sommes en étude pour le révisiter, pour aborder la période suivante. Et n'oubliez pas que pour la baisse des tarifs, et je disais qu'il y a l'investissement, l'État a investi beaucoup dans le domaine du numérique, notamment en mettant en place un deuxième point d'atterrissage câble sous-marin ACE, des backbones sur le plan national. Tout ça est exploité et utilisé par les opérateurs pour aller dans le sens de la baisse des coûts. Donc, nous savons que l'État va continuer à investir aussi dans ce domaine pour couvrir les autres axes par rapport à la fibre optique. Donc, il y a des actions qui vont être faites, aussi bien au niveau de l'autorité de régulation que sur les opérateurs. Aujourd'hui, 96% de la population est couverte en réseau mobile. Donc, les 4% qui restent, c'est, on va dire, ces zones blanches. C'est généralement sur les axes routiers qui sont en train d'être couvertes par les opérateurs conformément aux obligations de leur cahier de charge. Donc, nul doute que nous attendrons une couverture nationale à court terme.
Et sachant que plus on a la couverture, mieux on a des clients, plus on a la consommation et plus on baisse les tarifs. Alors, Très bien. en ce qui concerne l'administration, on a trois démarches pour répondre à votre question. La pérennité des solutions qui peuvent amener à ce que les prix donc, de communication électronique, des services électroniques baissent. Première démarche pour nous, c'est vraiment d'agir de telle sorte que la concurrence puisse se jouer entre les différentes maisons de téléphonie mobile. Parce que quand on fait jouer la concurrence, bien évidemment, il l'a dit, les prix peuvent avoir une tendance baissière. Parce que la concurrence se joue jusqu'à un niveau et bien évidemment, les prix peuvent avoir une tendance baissière. Donc, c'est d'agir pour pouvoir faire respecter les pratiques anti-concurrence. Concurrentielles, pardon. Deuxième démarche que nous avons au niveau de l'administration, déjà fait l'objet de réflexion, c'est de pouvoir renforcer notre collaboration avec l'ARCEP. Pourquoi? Parce que, vous savez, derrière ces coûts, il y a une technicité en matière de vérification des coûts d'appel, donc tout ce qui est service. L'objectif ici, c'est de pouvoir, nous, avec l'ARCEP, renforcer cette collaboration de telle sorte que nous puissions vous regarder comment évaluer de façon précise les coûts d'appel et le service rendu aux consommateurs par derrière. Enfin, troisièmement, c'est de renforcer donc de rendre dynamique le principe des homologations des tarifs qui nous permet par derrière, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, de pouvoir effectuer des vérifications qui peuvent nous amener, si ces vérifications aboutissent à des demandes de documentation pour pouvoir justifier tel ou tel autre coût. Si ces prix effectivement ne sont pas justifiés, l'objectif pour l'administration, c'est de pouvoir agir de telle sorte que ces prix connaissent une tendance baissière. Donc ça, c'est le troisième axe, c'est de pouvoir rendre dynamique le principe des homologations des maisons de téléphonie mobile. Donc voilà, grosso modo, et de façon avancée, le regard qui est celui de la DGCCRF face à cette problématique de l'heure. Très bien. Merci, messieurs, d'être passés sur le plateau pour nous éclairer. Merci, c'est nous qui vous Revenez remercions. quand vous voulez. C'est nous qui vous remercions. Merci encore. Matin Week-end continue tout de suite avec Gabin et Dieudonné. De retour sur le plateau, on va s'intéresser maintenant À nos sujets à habituels. vos sujets habituels. Mais On va dire quoi? Vos âmes sensibles ou bien vos âmes sociales vous ont conduit, une fois de plus, cette semaine vers des personnes... Nos âmes sensibles. Vos âmes sensibles, Oui. oui. Parce qu'il faut reconnaître en nous que nous sommes quand même de... Ce n'est pas de la prétention. Oui. Nous sommes des gens sensibles. La difficulté d'autrui, souvent, on la partage. je crois que dans cette émission, nous l'avons suffisamment démontré. Voilà. Et je pense que nous sommes sur le chemin. On ne nous fera pas un reproche de mettre en exergue, de parler des difficultés des uns et des autres. Je ne pense pas. La Très télévision aussi en a besoin. Ah, bien sûr, Ouais, elle doit servir à cela. tout Et à voilà. fait. Dieudonné, Oui. tu es allé, comme je disais en Oui. prélude. J'ai suivi donc les personnes vivant avec un handicap qui ont organisé une caravane au cours de laquelle ils sont allés sensibiliser les autres handicapés. Il faut dire que c'était surtout organisé à l'endroit des étudiants. Ah, Il y en a d'accord. qui sont dans les universités, qui ont quelques difficultés d'affirmation de soi. Je ne sais pas si je suis assez clair là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes handicapé que vous devez vous sentir différent des autres étudiants, par exemple. Vous êtes un étudiant au même titre que les autres, donc vous devez fournir les mêmes efforts. En même temps, on devait mettre à votre disposition des structures qui vous permettent d'évoluer comme tout étudiant normal. Tout à fait normal. Voilà. Donc on regarde ton reportage et on revient tout de suite après. On sera accompagné de monsieur Stanislas et de Neftali. C'est parti. La scolarisation des personnes handicapées, c'est notre leitmotiv. Parce que pour nous, ne pas avoir une éducation, c'est comme si on nous exclurait. On nous mettait hors de la société. Comme si on n'avait pas cette possibilité-là de s'exprimer face à telle ou telle situation. Et donc, on a décidé de se regrouper et de faire intégrer Ruth dans ce combat qui, on sait bien qu'il est difficile, mais qu'on sait qu'on nous arriverons avec non seulement la force du courage des familles au sein desquelles il y a ces personnes handicapées, mais également aussi les associations mères qui fédèrent ensemble, telles que l'Organisation des personnes handicapées,
l'Association nationale des aveugles, ou bien encore l'Association pour le bien-être des albinos. Donc c'est en fédérant que ces associations feront naître un meilleur lendemain pour la personne handicapée en général. Donc encore une fois, merci, nous vous remercions. Maman Ruth elle-même, et comme disait la secrétaire générale exécutive de l'OPH, ce n'est qu'un passage et nous reviendrons d'ici bientôt. Merci bien. Je m'appelle Binyani Malika. Je suis étudiante à l'Université Omar Bongo. Merci pour votre venue. J'étais vraiment très heureuse parce que bon, c'est la première fois que je reçois des invités à domicile. Ça m'a vraiment fait plaisir et jusqu'alors ça me fait toujours plaisir. Bien avant ça, j'aimerais que le gouvernement puisse prendre la prise en charge de mes études parce que j'ai envie de continuer mes études universitaires et manque des moyens, manque de soutien. Donc j'aimerais que le gouvernement puisse vraiment m'aider à continuer mes études. Vu que là où je suis à l'université, je suis en droit, donc j'aimerais continuer mes études de droit afin de devenir avocat. Je suis Mbiobian Christobel, vice-présidente de l'association d'Alba. Je suis étudiante à l'université Omar Bongo. Les difficultés que je rencontre en milieu scolaire, c'est que premièrement, je suis étudiante, je ne suis pas boursière. Et quand je suis venue à Libreville, je n'avais pas vraiment d'endroit où habiter. Et c'était un peu difficile pour moi de joindre les deux bouts parce que je ne bénéficie d'aucune bourse. Et nous avons ce problème-là au sein avec notre handicap parce que nous avons juste un manque de couleur. Donc, au sein des affaires sociales, nous ne sommes pas vraiment considérés comme des personnes handicapées en tant que telles parce que la question se pose, quel est notre handicap? L'autre difficulté que me pose mon handicap, c'est que le fait que je n'ai pas de mélanine, ça me cause des problèmes visuels. Je ne vois pas de loin, même avec les lunettes. Donc, nous avons eu la chance de bénéficier depuis l'année dernière d'un don de la Fondation Sylvia Bongo. C'est cet appareil-là qui m'aide un peu, mais ce n'est pas toujours assez parce que j'ai aussi une hypersensibilité au soleil. Donc, la chaleur, quand il fait trop chaud, quand je transpire, ça me cause des allergies. Et le fait de trop m'exposer au soleil est un risque pour moi parce que plus je m'expose au soleil, plus je suis susceptible de faire le cancer de la peau. Nous sommes toujours très heureux de participer aux initiatives de l'OPH qui a à cœur non seulement de sensibiliser les personnes sur le handicap, mais qui aussi va auprès de la personne handicapée dans son milieu pour savoir ce qu'elle rencontre comme difficulté. Nous avons au sein de notre association beaucoup de jeunes étudiants qui sont très impactés par leur handicap, qui jusqu'aujourd'hui posent problème. Il y a encore des personnes dans les administrations gabonaises qui ne se rendent pas compte que l'albinisme est un handicap qui cause un certain nombre de difficultés. Le fait de ne pas pouvoir se payer des lunettes lorsqu'on voit très mal, le fait de devoir avoir la galère des taxis lorsqu'on a une peau qui ne supporte pas le soleil, tout ça, ce sont des choses qui posent vraiment beaucoup de problèmes dans la sociabilisation, hein, que ce soit pour aller à l'école, que ce soit pour aller au travail, lorsqu'on est avec d'autres personnes dans des activités habituelles de la vie.
Donc nous, on essaye d'apprendre aux albinos ce qu'on appelle les aménagements raisonnables. Je suis Madame Samabouka Floria. Je suis la maman d'Hilary, effectivement. Elle est née en 2008, normalement. C'était un enfant normal. Et puis, à 2-3 ans, elle a eu un accident qui lui a développé justement l'autisme. Et là, elle est autiste éveillée et elle fait des troubles d'apprentissage. Donc, elle n'évolue pas comme tous les autres enfants. Déjà, dans l'enseignement général, ça ne marche pas parce que, vous savez, il faut la patience dans des établissements que nous connaissons tous. Et donc, elle, il faut carrément l'établissement spécialisé dû à son autisme. Voilà, elle a les troubles d'apprentissage, tout ce qui tourne autour de l'autisme, la colère, elle se renferme. Et voilà, mais après, est-ce que je rends grâce à Dieu pour toutes choses parce que c'est ce qui nous donne la force d'avancer. Parce qu'elle est éveillée, elle est très éveillée, elle apprend très vite. Mais ce qu'il y a, c'est le rendu. C'est difficile pour elle de rendre ce qu'elle a appris. C'est difficile. Au moment où vous attendez à ce qu'elle vous donne, ce que vous attendez, elle va vous donner ça peut-être 2 jours après. Immédiatement, elle n'est pas là. Peut-être 2 jours après, elle va vous donner ce que vous attendez au moment où vous ne vous y attendez pas. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Vraiment compliqué pour moi parce que j'ai dû me battre jusque-là. J'abandonne pas parce que je sais que ça va. Je préfère parler au présent parce que elle sort de loin. Elle n'arrivait pas à faire beaucoup de choses. Hein. C'est aujourd'hui, au fur et à mesure, on lâche pas, on travaille, on continue à travailler. J'ai confiance en elle parce que c'est d'abord elle qui me donne de la force parce qu'elle n'abandonne pas. Au moment où vous pensez que c'est fini, elle crée autre chose parce qu'elle est très créative. Elle est vraiment créative. Elle crée beaucoup de choses et c'est ce qui me donne de l'espoir. Monsieur le Président, vous êtes accompagné de Neftali Okana, handicapé visuel. Ouais, handicapé visuel. Neftali, peux-tu nous résumer en quelques lignes ton histoire? Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole. Je suis une jeune Gabonaise, âgée de 28 ans. Je suis née avec une cataracte congénitale aux 2 yeux et j'ai subi 2 greffes de cornée quand j'étais toute petite. Et à 5 ans, l'œil droit recouvrait la vue. Et j'ai obtenu mon premier diplôme, c'est-à-dire le CEP, première du centre. Et quand j'arrive au lycée, mon brevet d'études du premier cycle, je l'obtiens aussi avec brio, 18e du centre. Et quand j'arrive au second cycle, seconde, première et terminale B, je perds la vue devant la copie au baccalauréat. Et je tente par 8 fois de me suicider, mais rien du tout. Et j'apprends l'écriture braille par l'entremise de la petite sœur de mon père. Et après ça, dans les aléas et les péripéties de ma vie, bon, je suis confrontée à beaucoup d'autres situations d'où j'ai rencontré mes papas ici présents, papa Gabin et papa Kumba. Et voilà comment j'ai repris le moral à niveau, j'ai relativisé, j'ai accepté ma situation. Et aujourd'hui, je suis un commando. Merci. Bravo. Hein. Très bien. Bravo. Peut-être au président. Oui, bien sûr. Monsieur Jean Stanislas, c'est là. De nous expliquer. De nous expliquer les visites qui ont été organisées. Ah oui, exactement. C'est la question que je voulais poser. Monsieur le Président, c'était à quelle occasion? D'abord, laissez-moi, s'il vous plaît, vous remercier de nous avoir invités sur votre plateau. Trop de civilité tue les civilités. Les visites sont une activité extrêmement importante pour l'organisation des personnes handicapées. Ce sont des actions que nous pratiquons tout le temps.
pour l'année 2023, nous avons élargi ces visites-là aux associations amies de l'organisation des personnes handicapées, à savoir l'Association pour le bien-être des albinos, l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon, l'Association des parents et amis des enfants inadaptés du Gabon, l'Association des étudiants handicapés du Gabon et bien d'autres. Donc nous avons mené ensemble ces visites-là auprès de nos membres répartis dans 4 arrondissements de la commune de Libreville, à savoir 5e arrondissement, 3e arrondissement, 6e arrondissement et 1er arrondissement. Ces visites-là ont concerné essentiellement les femmes handicapées, sous le thème « Place et rôle de la femme handicapée dans le développement de Mama Gabon ». Les objectifs des visites, c'est de recueillir le mode de vie des personnes handicapées, leurs besoins, leurs attentes et leurs inquiétudes vis-à-vis de la communauté nationale. Nous parlons là de la vraie vie, à savoir l'envie de voir son infirmité être corrigée médicalement. Nous souhaitons que la politique sanitaire de Mama Gabon nous soigne. L'envie de scolariser le handicap. Derrière la scolarisation d'un enfant handicapé, il y a des aménagements à effectuer pour le mettre dans un confort total pour atteindre ses études, le succès de ses études. L'envie d'être employé, l'envie de se promener sur tout le territoire national librement, sans avoir l'angoisse de se retrouver le nez dans les caniveaux. L'envie d'avoir un logement adapté, l'envie de pratiquer le sport para-olympique, l'envie enfin d'exercer sa citoyenneté avec et dans son infirmité. Bref, depuis 1996, nous visitons les personnes handicapées chez elles. Et nous avons constaté amèrement une absence totale et cruelle des services de soutien, de proximité auprès de nos familles. Ne fût-ce que pour soutenir nos familles et nous-mêmes, pour nous aider à vivre normalement. Mademoiselle Neftali est extraordinaire. Elle dépasse merveilleusement son handicap. Elle peut sillonner Libreville rien qu'avec sa propre autonomie, c'est-à-dire avec sa canne blanche. C'est extraordinaire, c'est une richesse que notre pays doit valoriser pour que toutes les personnes en situation de déficience visuelle aient également cette possibilité d'autonomie. Le rêve de nos familles et nos rêves, c'est d'accéder à la vraie vie, de voir des regards de considération et de respect posés sur nous. Monsieur Elan, vous me permettez? Je vous en prie. Fidji. Puisque vous parlez de la prise en charge des personnes handicapées, pour le cas de Neftali qui est avec nous sur ce plateau, est-ce que vous pensez qu'elle peut être une employée dans une administration, dans une entreprise, avec le peu de bagages intellectuels qu'elle a? Absolument. Absolument. Quand je dis peu, c'est parce qu'elle n'a pas pu, si elle n'a pas pu aller plus loin, c'est parce que bon, la nature ne l'a pas voulu. Ce n'était pas de sa volonté. Absolument. Il faut faire confiance à l'intelligence de l'handicap. Au cours des étapes des visites, vous étiez avec nous. Oui. Nous avons rencontré une jeune étudiante, la petite Chancia. Elle a un handicap extrêmement charismatique. L'OPH a connu cette jeune enfant, elle était en classe de CM2 à l'école publique de Damas. Et elle nous avait fait comprendre qu'elle avait un rêve, celui de devenir avocate. Aujourd'hui,
Chancia, elle est à l'UOB en faculté de droit. C'est extraordinaire. Mesurer toutes les victoires qu'elle a obtenues dans son parcours pour arriver à ce niveau. Toutes ces victoires sont une richesse. Et nous souhaitons que notre pays mette enfin une politique nationale du handicap pratique pour soutenir nos familles et pour soutenir toutes les personnes handicapées dans notre territoire. Voyez-vous, messieurs et madame, notre ami, le handicap subit une solitude atroce. Pour briser cette solitude, il faut des mesures exceptionnelles, spécifiques. Et ces mesures exceptionnelles peuvent être trouvées avec nous et avec nos familles. Car j'aimerais parler un tout petit peu de la magie de l'amour de nos familles. Cette magie qui nous intègre au sein de nos familles. Mais cette magie également qui nous accompagne lorsque nous sortons de nos maisons, parce que nos maisons sont un paradis. Personne ne pose un regard pour nous euthanasier. Monsieur Stanislas, c'est tellement intéressant ce que vous voulez nous partager, mais nous sommes vraiment impartis par le temps. Avant de vous laisser partir, je souhaiterais poser une question à Neftali. Permettez-moi un dernier mot. Allez-y, je vous en prie. Permettez-moi rapidement, un dernier s'il vous plaît. Le quatrième pouvoir a été avec nous au cours des différentes étapes. Toutes les étapes, vous étiez avec nous. Nous vous remercions parce que vous avez amené Mama Gabon enfin dans nos maisons pour venir nous voir. C'est soulageant de recevoir des visiteurs lorsqu'on vit seul. Et elle est venue nous écouter. Elle est venue relever notre envie de la vraie vie. Je ne suis pas là en train de parler des ambitions du cerveau du ventre. Je suis là pour parler et pour afficher les ambitions d'intégration du handicap. Pour que nous soyons intégrés, il faut des aménagements spécifiques. Il faut mettre en place une politique nationale du handicap très ambitieuse pour briser notre solitude. Je crois que vous l'avez dit là, donc devant toutes ces caméras, votre message sera regardé par ceux qui ont la décision. Nous osons simplement croire que les choses vont aller en s'améliorant en votre faveur. Merci. Merci, Monsieur le Président. Neftali, comment tu organises ton quotidien? Bon, merci encore. Bon, comme Monsieur Elan Stanislas l'a si bien dit, le handicap dans notre pays est vraiment c'est périlleux, mais tout part d'abord du cerveau. Parce que le premier médicament d'un malade, c'est le cerveau. Si le cerveau n'a pas accepté la situation pour envoyer l'information au cœur, qui la divulguera à son tour dans les pensées, je pense que le corps physique ne pourra pas acquérir la force même de se lever. C'est tout un exercice de pouvoir envoyer cette information sur le visage pour avoir un sourire. Je dépasse mon quotidien parce que pour ceux qui me suivent, ils savent et ils ont déjà vu tout ce que je vis, mais par des pensées positives et par la magnificence de Dieu au travers de ces saints anges qu'il met sur des hommes physiques pour venir m'aider, que ce soit la famille qu'on peut avoir biologique, la famille ecclésiastique, la famille associative. Quand ils ne sont pas élevés en civilisation, on va toujours parler comme par exemple des dons. Alors que pour des gens élevés en civilisation, quel que soit ce qu'ils peuvent vous apporter, comme bien, que ce soit moralement, que ce soit en nature, que ce soit financièrement, ils parleront d'une mise à disposition. Parce qu'ils vont étudier le cas qui est celui de la nécessité. La nécessité peut être morale, physique, de nature, matérielle, financière. Quel que soit cet apport, c'est une mise à disposition
pour des personnes élevées en civilisation. Vous voulez rajouter quelque chose rapidement, M. Stanislas? Merci, Madame, notre amie. En fonction de ce que Mademoiselle Neftali vient de dire, oui. En tant qu'acteur et créateur de la lutte des personnes handicapées en République gabonaise, nous pensons que c'est un tort qu'on a fait à l'handicap d'aller l'isoler dans un seul ministère. Nous devons exister dans tous les ministères de la République, dans toutes les institutions de la République, car c'est le Gabon seul qui est capable de nous aider à accéder à la vraie vie, Dans d'autres pays, lorsque vous voulez scolariser un enfant handicapé, que vous allez au ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale trouve une solution. On ne vous renvoie pas aux affaires sociales. C'est ainsi dans tous les ministères. Donc, c'est un tort d'avoir isolé le handicap, la vie du handicap dans un seul ministère. C'est un tort. C'est un tort qu'on vous fait. C'est un tort qu'on vous fait, madame. Vous pouvez connaître un jour le handicap. Les hommes et les femmes du ministère des Affaires sociales sont bien braves, mais ils n'ont pas toutes les compétences pour nous accompagner dans cette vraie vie. Il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère de l'Éducation nationale, etc., etc. C'est très important de le savoir. Merci. On se fera le plaisir de vous recevoir pour nous en dire encore un peu plus sur la situation. Sur la situation. Merci encore d'être passé. Merci Neftali d'être passé. Je vous en prie. Matin, week-end, continue toujours dans cet élan social avec toi, Gabin. Oui, effectivement, je suis allé à la rencontre d'une famille, d'un couple qui, il y a 1 an, a vu la naissance des triplés, de 3 enfants. Oui. 1 an après, ce couple sans emploi, sans ressources fiables, a du mal à remplir les tâches ménagères auprès de leurs enfants. C'est compliqué parce qu'on ne s'attend pas, on ne s'est pas programmé. C'est pas programmé. Et d'ailleurs, certaines personnes ont pensé qu'il y avait une insémination, je crois, c'est comme ça que ça se dit. Oui. Parce que souvent, quand on fait une insémination, il y a c'est 3 ou 4 enfants qui arrivent, mais là, c'était de façon naturelle. Sans attente, de façon naturelle, ils ont fait 3 enfants. Et malheureusement, aujourd'hui, 1 an après, ils rencontrent toutes les difficultés pour nourrir ces 3 bambins. Est-ce que les affaires sociales n'interviennent pas dans ce genre de... C'est bien qu'on regarde d'abord le reportage et puis discourir après. D'accord, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Madame Angouremba, bonjour. Bonjour. Excusez-moi d'avoir porté la bavette parce que je suis enrhumé et je ne voudrais pas contaminer vos triplés. Vous êtes mère des triplés? Oui, monsieur. Je suis mère des triplés, 2 garçons, 1 fille. J'ai accouché le 21 mars 2022 à Jeanne-et-Bourré. Ils ont 1 an aujourd'hui? Ils ont 1 an aujourd'hui. 1 an et 1 mois, on dira. Donc, depuis leur naissance déjà, bien avant leur naissance, quand on avait appris qu'on avait des triplés, leur papa, comme il bricolait encore, parce que déjà, à cause de son handicap, il a un peu des difficultés de trouver d'emploi depuis qu'il a eu son accident. Mais comme il a perdu une jambe. Il a perdu une jambe. Donc, il a amputé d'1 pied. Donc, déjà, comme c'est quelqu'un de courageux, qui ne baisse pas les bras parce qu'il n'est pas habitué à tendre la main, comme ça n'a jamais été trop facile pour lui aussi, que les gens lui viennent en aide. Donc, il s'est battu comme il pouvait de son côté pour essayer de recouper des fonds parce qu'on savait déjà qu'on avait des triplés depuis le début. Avant l'accouchement, excusez-moi, votre mari avait déjà été, votre ami, vous n'êtes pas marié, est-ce qu'il avait déjà été victime, il avait déjà subi l'amputation du pied, non? Si, il avait déjà subi. Il était déjà amputé? Oui, depuis 2013. Il était amputé du pied depuis 2013. Il a eu l'accident à Faubert, Gabon. Il travaillait là-bas en qualité de journalier. Donc, l'affaire était partie au tribunal. Voilà, on l'avait dédommagé de quelques millions qui l'ont juste permis d'acheter seulement la prothèse. Et cette prothèse-là aussi n'a pas vraiment mis du temps parce que déjà, les fers qui tenaient la prothèse en question, donc au fur et à mesure qu'il s'est déplacé, parce que c'est quelqu'un de courageux, comme je disais, voilà, il est toujours en mouvement. Donc ça ne tient pas. Donc de temps en temps, on est parfois obligé de rafistoler ça avec des câbles et tout ça là. Donc
Après, comme je disais tout à l'heure, Revenons à ce voilà, que nous je réunissons reviens aujourd'hui. pour les triplés. Quand Ça, on a appris... ça, c'est les deux garçons Oui. qui créent. La fille, elle est calme. Elle a son biberon. Mais mes deux amis là. Donc quand on a appris qu'on avait des triplés, il a fait de son mieux, parce que moi déjà je ne travaille pas, j'étais étudiante, voilà. Donc il a fait de son mieux pour essayer de regrouper des fonds, voilà, à son niveau. Et nous sommes allés à Jeanne et Boru, là où j'ai accouché. Vous avez accouché normalement? Oui, non, pas césarienne. J'ai accouché par césarienne. Tous les trois? Les trois sont sortis par césarienne. Donc déjà, étant à Jeanne et Boru même, on a commencé à faire des démarches pour demander de l'aide. Parce que déjà, les médecins nous parlaient des factures, vraiment les factures les ordonnances, c'était énorme. C'était pas vraiment... Parce qu'ils sont nés avant terme. Ils sont nés avant terme. Et après, ils sont même rentrés à néonat. Ils ont fait 3 semaines à néonat. Et là-bas, c'était des factures et des factures chaque jour. Des factures d'ordonnance. Donc ça, c'était lourd pour nous. Vous avez quand même réussi à les payer. Mais on a réussi à les payer, comme je disais, nous-mêmes, sans aide. On n'a pas eu d'aide. Comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un de courageux. Donc, il a continué à se battre et il a continué à payer les factures, les ordonnances de l'hôpital. Donc, lorsque la facture de l'hôpital en question était sortie, parce qu'ils ne sont pas sortis tous le même jour. C'est une semaine après, après 3 semaines de garde à néonat, donc on les libérait une semaine après. Et chacun avait sa facture. Donc, lorsque la facture sortait, c'était vraiment pas possible pour nous de régler la facture. Mais cela n'empêche que lui, il avait toujours des petits trucs qu'il gardait en cas de... Parce qu'on avait des ordonnances tout le temps. Donc, nous sommes allés à Jeanne et Boru, il y a un ministère des Affaires sociales. Un service des Affaires sociales. Nous sommes allés, nous avons fait une demande là-bas. Ils nous ont demandé combien on avait. On a présenté ce qu'on avait. Ensuite, ils nous ont demandé 150 000. La facture? La facture était... Pour chaque enfant? Pour chaque enfant, parce que tous n'avaient pas le même montant. Chaque enfant, selon les semaines qui s'ajoutaient, avait sa facture. Donc, ici, là, ça c'est le premier bébé qui était sorti. Le premier bébé qui était sorti, c'était un garçon. Bon, en tout cas, ils sont sortis aussi par ordre d'arrivée. Hein. Voilà. Ils sont sortis par ordre d'arrivée. Donc, il était à 500... Le premier, c'était le garçon. Le garçon. Le premier des garçons. Le premier des garçons. Le deuxième des garçons. Parce qu'il y a une fille. Voilà. Et la dernière, le dernier des garçons. Voilà pourquoi elle est plus calme que les autres. Voilà. Ouais, elle a son biberon, elle est avec son papa, tranquillement. Donc, on a donné au service là-bas ce qu'on avait. Ensuite, quand la facture sortait, on partait au fur et à mesure, présenter la facture au service. Ils mettaient le cachet, comme vous pouvez voir ici, l'autorisation de sortie. Voilà. Donc, à la fin des sorties des enfants, on avait toujours besoin d'aide. Parce que les charges étaient vraiment énormes pour nous. On ne travaille pas. Lui, déjà, ce sont juste des bricoles. Comme c'est un infirmier d'État. Il est diplômé, il est vraiment un infirmier d'État. Il est plein dans ça. Donc, il connaît son travail. Donc, de temps à autre, il partait aider un peu dans des services médicaux, mais il ne travaillait pas vraiment en tant que tel. Donc, le peu qu'il avait nous permettait d'acheter de lait, acheter de ceci. On a fait des demandes. On a écrit à la fondation Jeanne et Boru, comment on appelle ça, Sylvia Bongo, qui nous ont répondu il y a 3 mois après qu'ils ne savaient pas, en fait, il n'y avait plus de fonds, il n'y avait pas de fonds spécialement qui étaient mis de côté pour ce genre de situation. Ils nous ont répondu avec une lettre. Donc la lettre est ici. D'accord, continue. Ensuite, 2 mois après, la secrétaire de la fondation m'a rappelé. Elle m'a remis 3 cartons de lait, un carton de savon, 10 palettes d'eau. C'est déjà ça. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils nous ont remis. Et ils nous ont dit qu'ils vont nous recontacter. On a continué toujours à écrire. On a écrit au Premier ministre. C'était d'abord la Première ministre qui était là avant qu'elle ne soit ministre... Vice-présidente. Vice-présidente. Voilà, on l'a écrit. Bon, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été encore... Il n'y a pas encore eu de réaction. Ensuite, on a écrit au Premier ministre qui est rentré, le nouveau. Le Premier ministre, Alain-Claude Bilé-Binzé. Monsieur Bilé-Binzé, voilà. On l'a écrit.
Et on a écrit, bon, on ne s'est pas découragé. On s'est dit certainement que ça prendra du temps, mais notre besoin était vraiment une urgence. Pressant, vos besoins sont pressants. Mais comment vous vivez aujourd'hui? Ici, vous n'êtes pas chez vous? Non, nous ne sommes pas chez nous. Bon, là où on vivait, on était en famille, à Oungou. À Oungou, au premier arrondissement. De Vendo, parce que nous sommes ici à Vendo. Voilà. Donc, la toiture il y avait eu une forte pluie fin décembre, début janvier. Donc, la toiture est partie. On était dans la maison avec des enfants. Ce qui a fait qu'on ne pouvait plus continuer à rester là-bas parce que les enfants sont au sol, les enfants rampent et tout ça. Là. Donc, ce n'était pas facile pour nous. Donc, on a essayé de trouver quelque chose et on s'est rabattu ici, tout en expliquant la situation à notre bailleur. Dire qu'on ne travaille pas, mais on fera des efforts. Elle vous a quand même accepté. Elle nous a accepté, mais pas au montant de son loyer exact. Elle a baissé? Elle a baissé vraiment. C'est sa participation pour vous aider. C'est ça, voilà. À cause des enfants, elle a baissé le loyer. Mais cela n'empêche qu'il y a toujours des difficultés pour régler ce loyer-là, parce qu'on travaille. Pour vous, les difficultés, c'est quoi? Les responsables du pays vous regardent, les autorités du pays vous regardent. Quelles sont les difficultés? Jusqu'où on peut vous venir en aide? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on vous donne? Est-ce de l'argent ou qu'on vous trouve un travail chacun? On a besoin d'un emploi d'abord, parce que les besoins des enfants sont à long terme. Si aujourd'hui on nous trouve de l'argent avec les besoins des enfants, certainement cet argent-là va finir. On sera toujours devant vous pour demander qu'on a besoin d'aide. Donc on a besoin d'un emploi. Et surtout, un toit aussi pour les enfants. Parce qu'en ce moment, on va dire que nous sommes dehors. Vu que la dame, elle a vraiment été très indulgente jusqu'à aujourd'hui. Parce que déjà, on n'arrive pas à régler son loyer. Donc, on a besoin d'un toit. Comme vous pouvez constater, ce sont des enfants qui consomment beaucoup. Ils prennent vraiment beaucoup, ils mangent beaucoup. Donc, c'est difficile pour nous. Donc, voilà ce qu'on demande. Ils n'ont pas d'autres problèmes de santé? Non. Ils sont bien portants? Ils sont bien portants depuis qu'ils sont sortis? Depuis qu'ils sont sortis. Ils sont suivis depuis là par Dr Limbé, à Genebori. Voilà. Donc, leur alimentation, déjà, c'est quelque chose de très compliqué parce que si on veut donner des bouillies, après, ce sont des constipations. Si on veut faire genre les riz écrasés, comme on fait là avec des enfants, bon, comme tout enfant, ça ne passe pas avec eux. Eux, il faut le lait. Le lait. Ils n'ont pas pris de sein. Déjà passé. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas? Non, ce n'est pas parce que je ne voulais pas. Non, non. Ce n'est pas moi, ce sont des enfants eux-mêmes. C'est leur papa qui ne voulait pas? Non, rien de tout ça. Je partais à Genebori, je pressais le lait, on mettait dans les biberons. Mais quand ils sont sortis, on a compris qu'ils ont fini par s'habituer au biberon. Mais comme moi, je n'avais pas de tir là à la maison pour continuer cette lancée-là, donc on a juste continué avec le biberon parce qu'ils ont refusé. On a beau insister pendant un mois, ils ont refusé. Ils ont refusé le sein. Mais pour leur visite à chaque fois, comment vous faites lorsque vous allez? C'est payant. C'est où? Vous le faites à dans les PMI ou c'est toujours à Genebori? Toujours à Genebori. Toujours à Genebori parce que là-bas, depuis qu'ils sont sortis de néonat, on a vu le travail que Genebori a fait parce qu'ils sont nés avant terme. Ils étaient vraiment tout petits. On ne dirait pas là, ils sont bien. Donc, quand on a remarqué le travail que Genebori a eu à faire, on a préféré continuer. C'est vrai que c'est coûteux pour nous parce que le transport, il faut prendre le transport à chaque fois. Ce qui fait montrer que quand ils sont malades, c'est vraiment difficile pour nous de les transporter parce qu'on n'a pas de moyens de transport. Voilà. Donc, c'est un peu la situation que nous vivons avec les enfants. Je disais tout à l'heure que leurs besoins sont à long terme. Aujourd'hui, peut-être nous sommes là à la maison, mais demain, ils iront à l'école. Ils iront à l'école et nous serons dans l'incapacité de les scolariser parce que nous n'avons pas de moyens. Donc, nous demandons vraiment cette aide-là, que vraiment, on puisse avoir ne fût-ce qu'un travail. Si l'un d'entre nous peut même travailler, si on n'a pas la possibilité, les deux, mais si l'un d'entre nous peut avoir un emploi pour subvenir aux besoins des enfants, là, parce que leurs besoins ne s'arrêtent pas seulement aujourd'hui, ils sont en train de grandir. Demain, ils auront le besoin de partir à l'école. Ils auront certainement encore une situation qui pourra se poser. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite, mais si on n'a pas de moyens pour subvenir à ces besoins-là, c'est vraiment, on ne saura quoi faire. Madame Angourou. Monsieur. Je n'ai rien d'autre à vous dire, je n'ai pas d'autres questions. C'est à vous de conclure notre entretien. Donc, c'est un mot à l'endroit de ceux qui nous regardent, oui. À l'endroit de ceux qui peuvent vous venir en aide. Vous nous avez suivis depuis le début.
toute aide vraiment sera bienvenue. Nous avons vraiment besoin d'aide. Je veux m'adresser aussi aux autorités. Comme je disais tout à l'heure, qu'on a fait des demandes. Nous savons que vous êtes des personnes très occupées, mais si au moins vous pouvez tourner un regard vers les demandes que nous avons déposées dans vos différents bureaux et que vous prêtez attention à nos demandes, vraiment, ça nous fera vraiment plaisir. Donc, nous vous supplions de nous venir en aide. Monsieur le Président, la Première Dame, nos frères et sœurs qui nous regardent, qui nous écoutent, nous avons vraiment besoin de votre aide. Nous avons épuisé tout ce que nous avons. Nous avons vendu ce que nous avons parce que déjà au départ, comme je disais que mon conjoint c'est quelqu'un de très courageux qui se bat. Donc le peu que nous avons eu, nous avons vraiment tout épuisé. Là, nous sommes vraiment à bout, nous n'avons plus rien. Donc nous sommes obligés de nous tourner vers vous pour solliciter de l'aide. Parce que nous nous battons seuls depuis 1 an et 2 mois déjà, 1 mois déjà sans fédération. Excusez-moi, Madame Angolo. Je vous en prie, monsieur. Vous avez fini? Oui. Matin week-end, vous dit courage. Merci. Tout en espérant que vous aurez gain de cause. Merci. Merci pour votre venue. Vraiment que Dieu vous bénisse. Situation très compliquée, hélas, Gabin. Malheureusement, comme je disais, on ne s'attend pas à... C'est pas programmé... Vous savez, comme on dit chez nous, il y a une maxime qui dit le lit du pauvre est fécond. Voici des personnes, comme vous l'avez vu, son petit ami était quelqu'un de valide comme vous et moi, mais c'est au cours d'un accident qu'il perd une jambe. Et là, du coup, il n'y a plus de possibilité de se mettre au travail, d'avoir un emploi, et la vie derrière se complique. Comme disait Dieudonné tout à l'heure, la question qu'il voulait me poser, j'imagine, n'est-ce pas du ressort des affaires sociales? Mais, cher monsieur, si, c'est du ressort des affaires sociales. Mais malheureusement, comme vous l'avez entendu, la famille a fait des démarches qui n'aboutissent toujours pas. Il n'y a que la fondation Sylvia Bongo qui est venue en aide à un certain moment. Mais il faut que l'État mette en place certaines structures pour venir en aide à de telles personnes. Il y a quelque temps, je rencontrais un ancien dignitaire du pays qui me disait à leur époque, les années 70, ils avaient un projet de décret, la création d'aide de personnes en difficulté. Et parmi eux, parmi les membres du gouvernement, il y a un qui avait levé le doigt en lui disant, mais oh toi cher ami, tu penses que ma maman au village a besoin de cette aide-là? Elle qui est cultivatrice. Mais voilà. Ce monsieur pensait que la vie ne s'arrêterait qu'à leur petit monde. Et aujourd'hui, les Gabonais sont en difficulté. Il va falloir que le gouvernement essaie de se pencher sur ce type de cas. 3 enfants du coup, même pour quelqu'un qui travaille, ce n'est pas toujours facile évident. à gérer. Ce n'est pas toujours évident à gérer. Là, quand même, il va falloir qu'on se penche sur son cas. Et de surcroît, il a un handicap. Ça complique encore les choses. Donc il faut vraiment que quelque chose se fasse pour cette famille-là. Ça peut pas... On ne peut pas les laisser au bord du carreau comme ça. Et justement, qu'est-ce qui peut être fait dans l'immédiat pour cette famille? Moi, je pense que dans un premier temps, il faut que le ministère des Affaires sociales fasse une descente là-bas. Déjà pour ne serait-ce que voir ce qu'il y a. Subvenir aux premiers besoins, les besoins les plus pressants. Subvenir aux premiers besoins, déjà pour les enfants. Même si je ne peux pas dire qu'on ne peut rien faire pour les parents, mais si on touche les enfants... Si des gens peuvent trouver un emploi pour la maman, voilà ça permettrait à court terme déjà de régler certains problèmes posés. La maman est valide, elle peut travailler comme elle le disait. Même le père des enfants, il a une prothèse qui lui permet parfois de se déplacer. Et que je sache... il est infirmier d'État. Ben voilà, c'est un infirmier d'État. Cela n'empêche pas de... Non, il peut travailler. Dans un premier temps, ce qu'on peut faire, ce que le pouvoir public peut faire, c'est de trouver un travail à l'un d'eux. Si ce n'est pas possible pour les deux, mais à l'un d'eux. Je pense que c'est la première démarche qui porterait... Après, on peut tout dire, les affaires sociales, s'il n'y a pas de décrets qui sont mis en place pour... régler ce type de problème, c'est pas parce que c'est écrit ministère des Affaires sociales que quand on claque du doigt, le problème est réglé. Merci Gabin. C'est bon. Matin Week-end continue avec le regard de Saint-Michel et de Fabiola.
Bonjour, c'est Michel. Bonjour Fabiola. Comment vas-tu? Très bien. Comment as-tu débuté ton week-end? Dans une salle de sport. Et ça se voit. Après avoir suivi ce reportage de Gabin, quel est ton point de vue? Alors Gabin Atiga nous a amenés dans la maison d'un couple qui a eu la grâce, parce que c'est une grâce, de faire venir au monde des triplés. Et ce couple naturellement, sans emploi, démuni, interpelle toutes les personnes de bonne volonté au nom du Gabon d'abord. Aussi bien le ministère de tutelle, les ONG que les associations, parce que nous devons non seulement soutenir ces enfants, accompagner le couple et surtout, un mot à l'endroit des pouvoirs publics, trouver du travail et non mettre à disposition de l'argent. Comme dit le proverbe chinois, il vaut mieux apprendre à pêcher que de donner du poisson à quelqu'un. D'un sujet à un autre, après avoir suivi ce reportage et de donner combat et d'avoir lu l'avis du responsable de l'OPH, quel est ton regard? Je crois que c'est une initiative à encourager. Un, parce que c'est d'abord une campagne de sensibilisation à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la prise de conscience de ce qu'un handicapé n'est pas forcément un homme à marginaliser. Le deuxième niveau, c'est une étude statistique qu'ils vont mener en fonction, par catégorie professionnelle et selon l'handicap concerné. Le troisième niveau, je crois que ce travail de l'OPH va permettre au ministère d'avoir ce que j'appelle moi une donnée fiable pour la socialisation et l'insertion professionnelle des différents handicapés. Je voulais rebondir avec une question. Oui. Est-ce que cette initiative est-elle louable? Je crois, parce que vous savez très bien qu'il n'y a qu'une femme qui a déjà mis au monde un enfant pour conseiller celle qui est enceinte. Ceci pour dire que ce que font les handicapés aujourd'hui, ils sont mieux placés pour aiguillonner les bonnes sensibilités et naturellement travailler en toute collaboration avec le ministère de tutelle. Merci Saint-Michel. Merci Fabiola. J'ai une question. Oui. Il y a un téléspectateur qui demande si tu as troqué tes costumes pour des tenues civiles. La dernière fois c'était en polo, aujourd'hui tenue de sport. Il faut demander aux téléspectateurs s'il faille sortir d'une salle de sport en costume. On s'habille en fonction du climat et on s'habille en fonction des thèmes. Vous les avez habitués. Mais bien sûr, s'habiller c'est un art, on ne s'improvise pas. À la semaine prochaine. Merci. Merci Saint-Michel et Fabiola. Allons-y découvrir dès à présent le mariage chez les Pongwais et leurs spécificités. Intéressant, n'est-ce pas? On y va. Docteur Jacques Igoo, Papa Igoo, Salé Samba, c'est un plaisir d'être avec vous ce samedi matin. Dada Salé, je suis heureux que vous reveniez chez moi. Vous vous souvenez que vous êtes déjà passé ici? Oui, oui. Que dans le cadre de la provinciale des arts. Dans le cadre de la provinciale, nous avons échangé. Oui. Je suis heureux que vous reveniez. Merci. Je suis heureux parce que à nos âges, il est bon que ceux qui détiennent quelques informations, quelques points de l'histoire de notre pays, puissent les communiquer à la jeunesse pour perpétuer nos histoires, nos traditions. Exactement. Donc, soyez les bienvenus. Merci. Alors avec toi aujourd'hui, on va parler du mariage coutumier Pongwais. Un mariage pas comme les autres, j'ai envie de dire. Et nous allons parler essentiellement de la dot dans cette communauté. On sait que la dot relève 2 apports, un apport en numéraire et un apport en nature. D'abord l'apport en nature, ensuite l'apport en numéraire. Qu'en est-il de ce qui concerne l'apport en nature? C'est justement là que le bas blesse. Dans toutes les communautés gabonaises, le mariage coutumier a donné trop d'importance à l'aspect numéraire de l'argent et du côté des marchandises que la dot apporte. Le mariage coutumier a existé chez nous avant que nous connaissions l'argent, l'épargne et les alcools. Le mariage coutumier
tel qu'il est célébré actuellement n'est plus du tout le reflet du mariage coutumier des origines. Ce constat a éveillé la curiosité de certains Gabonais. Et dans la communauté mpongwe, j'ai été parmi ceux qui sont interrogés sur les aspects de ce mariage coutumier. Nous sommes arrivés à la conclusion que le mariage coutumier actuel est loin d'être ce qu'il a été et que le mariage coutumier actuel, je ne dirais pas insultait nos ancêtres, mais le mariage coutumier actuel dit que nos ancêtres ont appris à se marier quand les Européens sont arrivés nous coloniser. Et qu'est-ce qui vous fait dire cela? Qu'est-ce qui vous amène à tirer cette conclusion? Parce que quand vous voyez la dot, c'est vous qui le dites, il y a de l'argent et des marchandises. Ah oui. Nous ne connaissions pas l'argent, nous ne connaissions pas les marchandises avant l'arrivée des Européens, mais le mariage coutumier a existé. Oui, oui. Donc c'est cette interrogation qui nous a amenés à chercher et à proposer à la communauté mpongwe un nouveau mariage coutumier qui tient plus compte des aspects symboliques et traditionnels du mariage. En quelque sorte, redonner ces lettres de noblesse au mariage revenir aux sources, voilà. tel qu'il était célébré antérieurement, avant la colonisation. Avant la colonisation. Voilà. Donc ce mariage était essentiellement constitué de symboles, de notre environnement, de notre culture. Et quand vous voyez le mariage mpongwe actuel, vous allez observer que dans les lots qui constituent la dot, il y a des animaux. Ces animaux sont des animaux femelles. Il y a une brebis, il y a une chèvre et il y a 6 poules. Ce sont des animaux femelles. Et pourquoi? Parce que l'animal femelle est un symbole de fécondité. D'accord. Quand vous observez nos animaux domestiques au Gabon, les chèvres, les brebis ou les poules, il n'y a pas d'animal femelle stérile. Donc, quand on va épouser une femme, on souhaite qu'elle fasse des enfants. Donc, on souhaite qu'elle ne soit pas stérile. D'accord. Et est-ce que c'est tout un bataillon comme ça d'animaux qu'on amène ou bien c'est un seul, j'ai dit on amène, seul animal? Il y a une chèvre, une brebis et 6 poules. Donc il y a beaucoup de sobriété, beaucoup de simplicité. C'est un symbole, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la valeur symbolique de l'objet que l'on donne. Donc je vous dis, l'animal femelle est le symbole de la fécondité. Et donc il y a des animaux femelles, il y a des pagnes en raffia, qui sont des produits de notre culture, de notre habileté, de nos paysans, de nos villageois. Il y a du miel. Le miel, quand vous observez une ruche, vous vous rendez compte que la multitude d'abeilles qui se trouvent dans cette ruche travaillent chacune à sa place et qu'il n'y a pas de bruit. On note aussi que parmi ces apports en nature, il y a 6 régimes de bananes, plantains, igname. Je viens à cela. Je termine d'abord avec les principaux symboles. Donc la ruche est le symbole de l'harmonie sociale. Quand une femme vient en mariage, elle ne vient pas vivre seule. Elle vient dans une famille, dans un village où elle trouve une harmonie. Il faut qu'elle s'intègre à cette harmonie. La ruche est le symbole de cette harmonie. Vous avez de l'huile de palme, vous avez 2 bidons de 5 litres d'huile de palme. L'huile de palme est le produit palmier. Nous reviendrons sur le palmier tout à l'heure. Et vous avez 10 litres de vin de palme. C'est la seule boisson qui existe dans notre mariage traditionnel.
Et vous avez le palme, le vin, le pain, j'ai oublié peut-être beaucoup d'autres choses, mais alors, les régions de bananes et les ignames. Papi Goro, en raison du temps qui nous est imparti, nous allons rapidement passer au deuxième apport, sinon au dernier apport qui est l'apport en numéraire. L'apport en numéraire. Il est de combien dans la communauté? L'apport numéraire est fixé à 500 000 francs. 500 000 francs. 500 000 francs. La commission qui s'est réunie pour réfléchir sur ce nouveau mariage mpongwe voulait limiter le montant de la dot en numéraire à 100 000 francs. C'est-à-dire conserver le taux qui est appliqué jusqu'à maintenant chez les Mpongwe. Mais la jeune féminine Mpongwe s'est levée pour dire qu'elle ne comprenne pas que quand nous allons nous marier chez les autres, les dots se situent à des millions de francs et que chez elle, on les banalise pour 100 000 francs. Nous avons fait comprendre que la valeur, la dot, ce n'est pas son montant. La valeur de la dot, c'est le bonheur que la femme trouvera dans son foyer. Et nous avons accepté, après maintes discussions, de porter la dot à un plafond de 500 000 francs. 500 000 francs. Et on ne peut pas dépasser cette somme. Si vous venez chez les Mpongwe et que vous dépassez cette somme, vous risquez de vous faire abrouer parce qu'on considère que vous insultez la famille où vous venez épouser. On ne vous demande pas de l'argent, on vous demande de rendre notre fille heureuse. D'accord. Alors, Papi Goro, nous sommes arrivés au terme du temps qui nous a été imparti. On se retrouvera peut-être la semaine prochaine parce qu'on n'a pas fini d'évoquer ce mariage qui se révèle être très spécial dans la communauté Mpongwe. Donc la semaine prochaine peut-être, nous aurons le temps de terminer avec toutes les informations. Accordez-moi 30 secondes. D'accord. Dans le lot du mariage coutumier, il y a dans beaucoup de communautés, quand on demande l'accord de la jeune fille pour dire si elle accepte de se marier ou pas, il y a plusieurs procédures. Ce sont les groupes ethniques. Et chez nous, nous avons choisi un palmier. C'est que la jeune fille prend un plant de palmier et elle va le déposer, elle se met à genoux et le dépose au pied de son père ou de son tuteur. Pourquoi le palmier? Parce que le palmier, c'est le symbole de la femme qui va au mariage. Le palmier est un arbre qui protège, parce qu'avec les branches de palmier, on construit des huttes, on construit des machins. Le palmier nourrit, on mange le niembouin, on mange le cœur de palmier. Le palmier abreuve, on boit le vin de palme. Le palmier soigne, parce que les racines de palmier servent à préparer les remèdes. Donc, les qualités du palmier sont les qualités qu'on demande à une femme qui est au mariage. Voilà. Elle doit s'occuper de son mari, elle doit soigner son mari, nourrir son mari, protéger son mari. Très bien. C'est le symbole qu'on donne à une femme qui va en mariage. D'accord. Merci pour toutes ces informations. Nous disons, la femme qui va en mariage est un palmier. Merci et à la semaine prochaine pour la suite logique. Okay, merci. Alors, chez vous, comment ça se passe? Chez les Pounou? Moi, j'évite souvent cette question. Et chez vous et chez nous, nous ne sommes pas les plus représentatifs du Gabon. Et je pense que les mariages ont dans différentes coutumes. Ce mariage traditionnel chez nous, dans chaque ethnie, a sa particularité. On a vu chez les Mpongwe, la particularité, c'est le palmier. Et c'est souvent toi qui dis sur le palmier. Le palmier a plusieurs vertus. Je dis que le palmier, c'est l'une des plantes les plus complètes. Voilà. Ah oui? Ben oui, parce que vous prendrez les feuilles pour faire des balais. Les branches peuvent servir à faire des toitures, même à faire des murs. Vous avez les noix de palme qui peuvent faire... Le régime. Oui. Le noix de palme, donc on va faire le niemboué. On va extraire de l'huile. Là, avec l'amande, on va faire... la crème. L'huile d'amande, le maningo. Et il y a le chou qu'on utilise, c'est mangeable. Et puis on peut faire le vin de palme. On peut faire du vin de palme. Waouh, c'est vraiment un plus... Avec les racines, avec les racines du palmier, les racines permettent de relever les hommes qui sont tombés.
D'accord. Voilà. Très bien. Oui, toi qui posais la question chez nous. Non, la particularité du mariage traditionnel chez nous, c'est l'enclume. Chaque ethnie, a une particularité, sa spécificité. Et tu disais chez les Pounous, c'est... Chez les Pounous, il doit avoir une particularité. Il doit avoir justement des choses. Il y a aussi l'enclume, je crois. Il doit avoir des choses. Aujourd'hui, il est perdu. Aujourd'hui, il me semble perdu. Ouais. Merci. C'est bon, on peut dire au revoir à nos téléspectateurs. Oui. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous samedi prochain. Même canal, même ambiance. Même plateau. Même plateau. Même personne. Au revoir et excellent week-end à vous. Bisous.